Oui, bonjour. Donc, je suis Henri Calcan, comme j'ai été présenté. Je vais partager mon écran. Alors, c'est toujours, je suis sur deux écrans. Ok. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. J'ai pas de retour de Oui, son. ça fonctionne. Ça fonctionne? Ok. Donc, il faudra pas hésiter à m'interrompre avant la fin parce que j'ai tendance à parler beaucoup sur ces sujets-là qui m'intéressent beaucoup. Donc, il faudra pas hésiter à m'interrompre. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'était de vous présenter la gestion des eaux pluviales au Grand Lyon et comment on a évolué dans la façon d'aborder ces eaux pluviales, comment on est passé des choses qui étaient purement hydrauliques à des solutions un peu plus intégratrices et des solutions qui s'occupent un peu plus de l'environnement. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé la présentation des techniques alternatives à la ville perméable et végétale. Donc, la présentation va s'articuler en trois parties. Une première partie sur laquelle je présenterai un peu le contexte et les bases réglementaires sur lesquelles on travaille. Une deuxième partie où j'aborderai les techniques qu'on utilise et les concepts avec deux sous-parties. Une première partie où vous allez voir qu'on était vraiment sur une gestion très centralisée et comment on fait aujourd'hui pour arriver à une gestion un peu plus décentralisée. Et la troisième partie, c'est vraiment sur la ville perméable et végétale qu'on essaye de mettre en place. Euh, alors, donc, voilà, tout d'abord, la diapositive est passée. Ouais. Donc, tout d'abord, pour vous présenter la métropole de Lyon. Donc, cette métropole de Lyon se situe dans le quart nord-est de la France, sur cette, enfin nord-est, sud-est, pardon, de la France, ici. Et c'est une collectivité qui est assez importante puisqu'elle représente 59 communes qui sont regroupées autour de la ville de Lyon et pour une superficie de 537 km² et une population de 1,4 million d'habitants. Donc les compétences de la métropole sont nombreuses, mais en particulier, il y en a une qui concerne l'urbanisme et le cadre de vie. Donc la métropole gère la voirie, l'aménagement urbain, tout ce qui va être le foncier, la partie des déchets et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, la gestion de l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre collectivité est une collectivité qui est essentiellement assainie avec des réseaux unitaires. Donc, on mélange les eaux usées avec les eaux de pluie sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est important pour comprendre ce qui va se passer ultérieurement. Alors, tout d'abord, un petit retour rapide sur l'imperméabilisation des sols. Donc, il y a eu un rapport en 2012 de l'Europe qui montrait que cette imperméabilisation des sols était une des principales causes de la dégradation des sols dans l'Union européenne. Et je vous ai montré sur cette, sur cette carte ici en bas l'évolution de l'imperméabilisation sur ce qu'on appelle l'aire métropolitaine de Lyon. Donc, ça regroupe la ville de Lyon ici, vous avez Bourg-en-Bresse au-dessus, Saint-Étienne là, et vous voyez qu'entre 1995 et aujourd'hui 2015, toutes les taches rouges qui sont l'imperméabilisation ont très largement augmenté, alors que ce soit par la construction de bâtiments, que ce soit par la construction des routes, etc., etc. Et entre 2005 et 2015, donc en 10 ans, c'est à peu près 10 000 hectares, plus de 10 000 hectares qui ont été artificialisés. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes et très impactantes sur la gestion de l'eau. Et ça, on voit, et ça aussi, c'est des choses que vous devez connaître, que cette variabilisation des sols donc, ont un rôle important puisqu'on va diminuer l'infiltration de l'eau dans le sol quand on va passer d'un secteur complètement naturel perméable à un sol très urbain imperméable. Donc, diminution de l'infiltration, une augmentation importante du ruissellement, donc ce qui va entraîner des modifications très importantes sur les cours d'eau avec des augmentations importantes des niveaux d'eau dans les rivières. Tout ça, ça va nous conduire à une augmentation du risque inondation. Hein. Donc ici, des photos de la métropole de Lyon qui se sont passées cet été.
Une saturation des réseaux, donc on voit les réseaux qui débordent. Là aussi, je pense qu'au Québec, il y a eu un épisode important à Montréal il y a quelques temps. Donc exactement la même chose, il pleut, l'eau rentre dans les réseaux et tout déborde, avec une pollution des milieux aquatiques et surtout une diminution de la recharge des nappes phréatiques. Alors, ce qui est particulièrement important sur la métropole de Lyon, puisque une partie de l'eau qu'on va utiliser pour faire de l'eau potable vient des nappes phréatiques et pas puisée comme au Québec dans les ressources superficielles. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont largement connues. Et aujourd'hui, en particulier pour la métropole de Lyon, mais dans bien d'autres collectivités, l'enjeu de l'hydrologie urbaine, c'est comment on fait pour passer d'une ville minérale, dont la gestion des eaux pluviales se fait essentiellement via des tuyaux et le réseau unitaire, comment on passe de cette ville minérale à une ville perméable et végétale, où on va gérer les eaux pluviales à la source et on va travailler avec des solutions fondées sur la nature. Alors tout ça, bien sûr, hein, pour s'adapter au changement climatique qu'on voit apparaître et arriver à travailler, à créer en ville des îlots de fraîcheur urbaine quand on est sur la partie ville végétalisée, comment on peut travailler sur la limitation des inondations, sur la recharge des nappes phréatiques, on en a parlé, et puis comment on va pouvoir, au travers de ces villes à maîtriser les coûts de la gestion des eaux de pluie, puisque aujourd'hui, sur nos réseaux unitaires, on fait des tuyaux qui sont de plus en plus gros, qui coûtent de plus en plus cher et pour lesquels on est obligé de faire de l'entretien aussi de plus en plus important. Et surtout, comment on arrive aussi à retravailler sur la biodiversité et à remettre de la nature en ville et de la biodiversité. Donc tout ça, c'est des enjeux aujourd'hui de la gestion des eaux pluviales. Pour cette partie-là, j'insiste aussi souvent quand je fais des présentations sur le temps qu'on met pour évoluer dans notre réflexion sur la gestion des eaux de pluie. On passe pas du jour au lendemain à une ville complètement minérale, à une ville imperméable. Et ce petit diagramme pour vous montrer que la métropole de Lyon travaille depuis pratiquement 40 ans sur la gestion de ces eaux de pluie. Et les premières choses qui sont apparues, c'est dans les années 80, c'est des bassins de rétention, gros bassins de rétention et d'infiltration qui sont apparus, donc qu'on voit ici. Et puis, on a fait ça, ces bassins, pendant une vingtaine d'années, en allant vers une gestion très centralisée, à une gestion un peu plus décentralisée, donc on va revenir voir. Et il y a eu une rupture dans la conception ou la réflexion de la gestion, c'est aux alentours des années 2010, et en particulier entre 2012 et 2014, la métropole de Lyon a participé à un projet européen qui s'appelait AquaAd, et dont l'objectif était de réfléchir avec d'autres métropoles européennes sur comment on pouvait mieux intégrer l'eau dans le développement urbain. À la fin de ce programme, quand mes collègues sont revenus, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire sur Lyon, et c'est là où l'idée de la ville perméable, qu'on a appelé l'acte 1 de la ville perméable, est apparue. Donc sur la désimperméabilisation de la ville, on a travaillé depuis 2015 sur ce sujet-là. Et puis là aussi, je vous expliquerai au fur et à mesure de la présentation, on a eu un deuxième point de bascule. Et ce point de bascule, c'est assez récent, hein, c'est 2019. Où de nouveau, on est parti sur un projet européen qui s'appelait le projet Artisan. Donc c'est un acronyme qui veut dire accroître la résilience des territoires. Alors le I, je ne me souviens plus, sur les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Donc en gros, c'est comment on peut montrer que les solutions fondées sur la nature peuvent être intéressantes en ville et même fondamentales pour arriver à faire évoluer nos villes pour s'adapter au changement climatique. Et en 2021, donc les élus de la métropole ont pris une délibération importante pour continuer d'aller plus fortement vers cette désimperméabilisation de la ville. Voilà. Tout ça, toute cette évolution dans la réflexion, la façon de penser, c'est aussi appuyé sur des documents réglementaires qui ont été faits par la métropole de Lyon, en particulier des règlements sur l'assainissement, en particulier en 1995, on a décidé de plus accepter du tout des eaux pluviales dans le réseau unitaire. Donc, ça a forcé les gens qui construisaient la ville, qui réaménageaient la ville, à penser d'une autre façon leur gestion des eaux de pluie. Et puis,
aussi aujourd'hui en 2019, ce qu'on appelle le PLUH, c'est le plan local d'urbanisme et d'habitation. Donc ce plan local d'urbanisme a repris ces règles de 2019 et les a un peu plus rendues fortes et contraignantes quand on va construire la ville. Et ce que j'ai mis en dessous aussi, ce qui est important, c'est que tout au long de ces années, on a eu des liens très très forts avec la recherche et en particulier les universités sur la métropole de Lyon et l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées, le GREI et des observatoires d'hydrologie urbaine. Donc c'est ce lien très fort aussi qui a permis à la collectivité d'évoluer et d'arriver où elle en est aujourd'hui. Alors, comment s'est mis en place la politique de gestion des eaux? Donc, cette politique de gestion des eaux, elle va s'appliquer sur tout le territoire déjà. Et c'est vraiment comment on va faire pour désimperméabiliser la ville, déconnecter les eaux pluviales du réseau sur l'ensemble du territoire. Et chaque fois qu'il y a un nouveau permis de construire qui est fait, on va appliquer nos règles. Et sur ces règles, en gros, on a 3 niveaux de service et un lien qui est très très fort avec la végétation et qui va s'appuyer fortement sur la végétation pour arriver à désimperméabiliser. Donc le premier niveau de service, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les pluies qui sont faibles, inférieures à 15 mm. Alors pourquoi 15 mm? Parce que ces 15 mm représentent à peu près 80% des pluies sur une année sur la métropole de Lyon. Il pleut moins d'1,5 cm. Donc, on va traiter toutes ces petites pluies et ces pluies-là, on va complètement les déconnecter des systèmes d'assainissement pour favoriser l'infiltration et la décantation des eaux. Le fait de l'infiltrer et la décanter, ça va faire qu'on va dépolluer l'eau dans le sol et on va éviter qu'elle rentre dans nos réseaux d'assainissement qui vont se rejeter parfois via des déversoirs d'orage dans le milieu naturel et polluer les cours d'eau. La deuxième partie, le deuxième niveau de service, c'est pour les pluies qu'on a appelées moyennes à très fortes. Donc, c'est entre 16 mm et 100 mm, donc 10 cm. Et là, on va demander à chaque personne qui va construire de compenser toute nouvelle imperméabilisation pour pas aggraver les risques d'inondation. C'est-à-dire qu'on va demander aux particuliers ou aux promoteurs qui vont construire de gérer leurs eaux pluviales à la parcelle sur leur terrain, donc en faisant de l'infiltration, en faisant de la rétention, en faisant des toitures végétalisées, en rendant les matériaux perméables, etc. Donc ça, c'est le deuxième niveau de service. Et le troisième niveau de service, je ne sais pas si on peut appeler ça un niveau de service, mais c'est pour les pluies qui sont très fortes, supérieures à 100 mm. Il faut absolument laisser passer ces pluies, les laisser couler vers les cours d'eau et de toute manière, en tant que service public, nous, on peut rien faire. Les tuyaux qui gèrent les eaux de pluie sont trop petits, donc on va laisser passer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est les règles qui s'appliquent aujourd'hui. On a été amené à mettre en place en fonction de toutes les réflexions antérieures. Alors, quand on a dit ça, quand on a mis ça en place, il a fallu inscrire toutes ces règles dans des documents, dans des outils réglementaires qui sont définis par la collectivité et qui vont s'appliquer à la collectivité. Donc, le premier document qui est le plus important et qui a le plus de poids, donc c'est le plan local d'urbanisme, hein, c'est le PLU. Et dans ce PLU, on va avoir 3 chapitres en particulier qui vont traiter de la gestion des eaux pluviales. Le premier chapitre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais traite des risques et des nuisances et explique qu'est-ce qu'on doit faire quand on habite au bord d'un cours d'eau et qu'on veut construire, qu'on veut aménager la ville au bord du cours d'eau. On va traiter du risque de ruissellement aussi, donc des inondations par ruissellement quand il pleut. Il y a une partie, un chapitre qui va traiter de la gestion des eaux pluviales. Donc, on va rappeler la règle. Hein. La règle, c'est 0 rejet des eaux pluviales en réseau. Donc, on va retrouver ça sur cette partie-là. Et je vous disais qu'il y a un lien qui est très fort, qui est en train de se mettre en place avec la végétation. C'est dans le chapitre 4 où on va parler de la nature en ville et on explique qu'on va demander pour chaque personne qui va construire, de garder sur sa parcelle à peu près 20% de la parcelle en zone de pleine terre, donc des endroits sur lesquels on n'aura pas le droit de construire pour pouvoir justement gérer les eaux pluviales, planter et faire que la nature revienne un peu en ville. On a 2 autres documents.
un document sur le règlement du service public de l'assainissement collectif, donc qui reprend les grandes règles du PLUH. Et puis un document qui est un document là national, c'est un SAGE, c'est un schéma d'aménagement et de gestion des eaux pluviales. Et ça, c'est des documents qui vont donner une réglementation sur un territoire pour la gestion des eaux. Et donc, on en a un sur l'Est lyonnais. Et dans ce document, il y a une doctrine qui explique là aussi qu'est-ce qu'on fait, comment on gère l'eau. Et dans cette doctrine, j'ai ressorti juste une phrase qui dit qu'il ne faut pas négliger les bénéfices de l'évapotranspiration pour la gestion des eaux de pluie. Donc là aussi, vous voyez le lien très fort avec la végétation qui est faite. Donc une fois aussi qu'on a commencé à mettre notre réglementation en place, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Donc, ou qu'est-ce qui a été fait déjà concrètement? Donc concrètement, la première chose qui a été faite dès les années fin des années 80, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la métropole de Lyon s'est développée sur la partie est. Sur la partie est du territoire, c'est un territoire sur lequel on a la chance d'avoir des sols qui infiltrent beaucoup. Donc pour développer la ville et surtout pour essayer de soulager tous les réseaux, éviter d'engorger nos réseaux, on a construit des grands bassins. Donc voilà à quoi ça ressemble ces grands bassins. Donc on avait purement une gestion hydraulique en tête. C'est comment je fais pour récupérer toute l'eau qui va ruisseler sur les voiries, toute l'eau qui va ruisseler des propriétés privées, des parkings, des entreprises. Donc on va la récupérer dans des tuyaux et on va l'amener dans ce qu'on appelle ici des bassins de rétention et d'infiltration. Donc un premier grand bassin de rétention ici qui est complètement imperméabilisé, dans lequel l'eau va être stockée, elle va pouvoir se sédimenter et une fois que l'eau est sédimentée, donc il y a des systèmes qui font qu'elle passe dans un deuxième bassin qui est adjacent, qui est un bassin d'infiltration. Et là, sur ces bassins d'infiltration, vous voyez qu'il y a le bassin est perméable et l'eau va par le fond et par les côtés réalimenter la nappe souterraine. Donc voilà un premier type de bassin. Donc ça, c'est un bassin de rétention d'infiltration qui est situé à Saint-Priest, qui a été créé en 1990. Et donc, vous voyez que c'est des choses qui sont très grosses, puisque ces deux bassins-là font à peu près 2,5 hectares et vont récupérer plusieurs centaines d'hectares de zones industrielles. Donc, on voit à peu près, on voit sur le pourtour. Donc, on a des tuyaux qui amènent l'eau ici, dans ce secteur-là. Vous avez un deuxième bassin, deuxième type de bassin, donc à Grange-Blanche, à Corba, qui a été fait, lui, c'est un des premiers, qui a été fait en 1988. Donc ça, c'est le bassin de rétention. Donc le fond est bétonné. Et ce bassin de rétention, avec son bassin d'infiltration qui est derrière, fait à peu près 1,8 hectares. Il va récupérer une vingtaine d'hectares. Donc là, on est plutôt pas des secteurs industriels, mais on voit pas, c'est plein de maisons qui ont été construites sur les à côté ici. Donc la ville s'est étendue et on a récupéré ces parties-là. Donc on est vraiment au début sur comment je fais pour récupérer l'eau sur de grandes surfaces, l'emmener à un seul point et puis arriver à gérer cette eau-là. Là, vous voyez, pas de plantation, on est vraiment sur une gestion qui est purement une gestion hydraulique. Et puis on est arrivé, donc on a construit des bassins comme ça, et puis à un moment, on est arrivé sur des bassins moi j'appelle des bassins de deuxième génération. On est toujours sur les mêmes principes de pouvoir développer la ville et gérer les eaux de pluie, soulager les réseaux, on réalimente la nappe. Mais là, on est plutôt au niveau des fins des années 1990, donc pratiquement les années 2000, et on commence à avoir des notions d'aspect paysager qui rentrent. Donc là, on est sur ces trois photos là, c'est le bassin qui est Porte des Alpes. Donc on voit, on a un bassin de rétention qui est toujours en eau, donc sur lequel il y a un marnage, on peut stocker de l'eau. Vous voyez, il y a eu un travail de paysagiste qui a planté des nénuphars, qui a planté quelques espèces de salicaires, qui a planté des différents types de roseaux ou de typhas. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et puis un bassin d'infiltration qui, là aussi, aujourd'hui, a été planté avec différentes espèces végétales de strates herbacées ou de strates arbustives, ou même quelques arbres qui ont été plantés ici. Et puis une autre photo de bassin, ici, le bassin de Godefroy.
qui, là aussi, vous voyez, est beaucoup plus paysager, qui s'apparente un petit peu au bassin qu'on peut trouver au Québec pour la gestion des eaux pluviales sur les voiries. Alors, on est toujours sur quand même une question de gestion hydraulique relativement grande, puisque les périodes de retour qui sont gérées sur ces bassins, c'est 20 ans, c'est des pluies de périodes de retour 30 ans, voire 100 ans. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très grosses et très importantes. Donc, j'avais d'autres photos aussi. Là, on est toujours au début des années 2000, peut-être un peu plus tard. Donc, c'est un bassin qui a été créé sur un parc, le parc de la Duchère. Et là, on fait rentrer maintenant une notion de multi-usage. Donc, très rapidement, après cet aspect paysager, les notions d'écologie, c'est-à-dire comment on peut faire dans un parc. Ici, vous voyez, il y a un cours d'eau qui était complètement enterré, qui a été remis à ciel ouvert, et les eaux de pluie qui ruissellent sont gérées dans cet espace-là. Donc un travail là aussi paysager, un travail un peu plus d'écologie, puisqu'il y a des plantes rares qui ont été plantées sur ces herbes-là, de la végétation, et comment on peut faire pour que cet espace-là devienne un espace multi-usage. Donc ça, c'est l'autre notion. Et puis, ce qui était intéressant sur ces bassins, c'est qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe avec ces bassins. Donc, on récupère beaucoup d'eau, on va l'infiltrer à un seul endroit. Qu'est-ce qui se passe sur la nappe phréatique? Et donc, c'est là où le lien avec l'université est important. Les universitaires ont suivi tous ces bassins en mettant des piézomètres à l'intérieur, en regardant la qualité de l'eau en amont du bassin, la qualité de l'eau au droit du bassin et la qualité de l'eau dans la nappe phréatique à l'aval du bassin. Donc voilà, c'est ce qui est représenté ici. Donc on a regardé, par exemple, on a plusieurs concentrations en métaux, donc là du zinc, du plomb et du cuivre. Sur cet axe-là, on a la profondeur de ce qui se passe au niveau purement des bassins, à l'aval du bassin. Et puis donc on a 3 bassins qui ont été étudiés. Un bassin qui est un centre routier, qui avait 15 ans d'expérience, enfin 15 ans d'existence quand on a regardé ce qui se passait. Un bassin qui était fait à côté de la rue des droits de l'homme, donc il y avait 21 ans quand il a été étudié, et puis un bassin vers la rue du Chêne, donc 12 ans d'études. Donc vous voyez que ça c'est ce qui se passe au niveau des profondeurs dans le sol. On a les concentrations ici, par exemple sur le bassin du Chêne, qui était à pratiquement 1800 mg de zinc dans l'eau qui arrivait au niveau du bassin, donc dans les premiers centimètres de sol. Et rapidement, quand on va s'approfondir, quand on va plus profond dans le sol, on voit que ces concentrations diminuent. Idem pour le plomb, idem pour le cuivre. Donc beaucoup de métaux, d'HAP et de polluants sont filtrés et sont stockés dans cette partie supérieure du sol. Donc ça nous a largement rassurés sur la capacité de ces bassins à filtrer l'eau et sur l'innocuité qu'il y avait sur les eaux en profondeur. Alors, je vous ai mis un bouquin ici qui est la gestion des eaux pluviales en ville. C'est 20 ans de recherche qui a été fait autour de ces bassins, donc qui est disponible sur le site ici gratuitement, le site du Grès, et qui reprend plein de résultats sur ces 20 ans de recherche sur les techniques alternatives. Donc, c'est assez intéressant. Donc, en gros, au bout de 30 ans, on se retrouve rassuré en disant l'infiltration des eaux dans le sol, il n'y a pas forcément de problème pour les nappes phréatiques. Donc, à partir de ce moment-là, et puis un petit peu avant, quand il faut dire, on a commencé à travailler sur d'autres techniques alternatives. Alors, je dis souvent techniques alternatives, mais aujourd'hui, c'est un terme qu'en France, on voudrait bannir. Donc, c'est l'équivalent de vos infrastructures vertes. C'est un terme qu'on voudrait bannir du langage parce qu'on voudrait que ces techniques alternatives deviennent la norme et que c'est la gestion par les tuyaux qui devienne l'alternative. On parle plus aujourd'hui d'ouvrages de gestion des eaux pluviales ou gestion à la source des eaux pluviales que techniques alternatives. Et bon, comme j'ai tellement l'habitude de dire techniques alternatives, je continue à dire ça. Alors, dans ces techniques alternatives, les premières qui ont été mises en place, c'est les NOU.
Donc voilà un exemple de nous qui est le long de la rue Charlie Chaplin, toujours à Saint-Priest. Donc Saint-Priest, on est toujours dans l'est de Lyon, l'endroit où la ville se développait. Et au lieu de faire des grands bassins et de récupérer les eaux par les tuyaux, l'idée c'était de se dire est-ce qu'on peut pas gérer les eaux au plus proche d'où elle va tomber, donc à la source, et de faire que l'eau qui tombe sur la voirie parte directement dans ces noues et soit infiltrée directement à bordure de la route. Donc ça, ce qui a été fait, hein, donc c'est une noue qui doit dater, c'est une des premières qui doit dater de 99. Et donc, on a commencé par ce biais-là à passer sur une gestion décentralisée par rapport aux gros bassins et donc une gestion plus proche. Vous voyez d'autres exemples de nous. Ici, donc, on est à Sathonay. Là aussi, c'est un secteur sur lequel il y avait une caserne qui a été démolie. Donc, on a reconstruit des bâtiments et des voiries. Donc, l'eau circule et va s'infiltrer directement dans ces noues. Donc, d'autres exemples. La rue Garibaldi, c'est sur lesquelles on communique souvent, mais j'y reviendrai parce qu'il y a des expérimentations qui ont été faites sur cette rue Garibaldi. Et puis la rue du Vercors aussi, donc une rue qui est dans l'Est lyonnais et qui a été complètement réaménagée. Donc ça, c'est la première façon qu'on a de traiter les eaux par des noues. Donc on commence à décentraliser. Et quand on n'a pas la place de construire ces de tranchées d'infiltration. On les retrouve là aussi souvent au niveau des voiries, donc des pistes cyclables dans lesquelles l'eau va circuler sur la piste, s'infiltrer dans cette tranchée qui est là. Et donc ces tranchées peuvent être ou à ciel ouvert ou enterrées, comme ici. Donc là on la voit pas, mais il y a une tranchée sous toute la voirie ici. Donc vous avez un avaloir ici qui est là et qui récupère les eaux du trottoir et les eaux de la voirie qui viennent et qui vont s'infiltrer dans la tranchée qui est sous le sol. Donc là aussi, hein, c'est des ouvrages qui sont assez simples, mais qui permettent de gérer l'eau et de déconnecter toutes les eaux de ces espaces-là et de l'infiltrer directement dans le sol. Donc là aussi, on est sur une partie où on commence à avoir une décentralisation de la gestion. De nombreux matériaux poreux aussi sont mis en place. Alors souvent, on va retrouver ces matériaux poreux sur des pistes cyclables, donc des enrobés. Donc là, quand il pleut, là aussi, l'eau va s'infiltrer directement dans le sol au travers de ces matériaux, de cet enrobé poreux. Mais on le retrouve aussi sous d'autres formes. Donc en général sur des places de parking, que ce soit pour les vélos ou pour les voitures, sous forme de dalles alvéolaires ou de pavés avec des joints qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer. Vous voyez que ces espaces-là sont assez peu minéralisés. On peut le faire sur les parkings ou sur des dalles alvéolaires. Et on trouvait que les résultats n'étaient pas probants parce que souvent on n'a pas le temps d'attendre suffisamment longtemps pour que les végétaux puissent se développer et donnent quelque chose de joli. Donc pour des questions de simplicité et de facilité d'entretien, donc c'est plutôt des graviers qui sont mis sur des espaces qui sont très minéraux. Excuse-moi, Hervé, est-ce que tu préfères les questions que je te pose au fur et à mesure ou qu'on y aille à la fin? Peut-être à la fin, non? Parfait. Hein? Si ça vous embête pas? Ça va. Ok. Donc on fait à la fin. Et puis le dernier type d'ouvrage aussi qu'on met beaucoup en place, c'est les jardins de pluie. Alors là, ça se met là aussi en général au bord des voiries ou au milieu de nouveaux espaces qui sont aménagés par la collectivité. Donc ces jardins de pluie, c'est ni plus ni moins que des noues, hein, ou des choses qui sont un peu aménagées. Vous voyez quelques photos, mais le terme jardin de pluie, c'est un peu plus vendeur qu'une noue. Donc c'est simplement une dépression qui pourrait s'apparenter un petit peu quand c'est grand à des cellules de biorétention comme ici où il y a une partie du sol qui est remplacée, qui est transformée. Vous voyez donc des choses où l'eau va s'infiltrer à l'intérieur. Alors, on est toujours, donc vous voyez qu'on arrive sur de la décentralisation, hein, sur nos techniques alternatives. Et là aussi, il y a eu des études qui ont été faites et qui sont très, très rassurantes pour la protection de la nappe phréatique. Donc là, c'est des comparaisons qui ont été faites, hein, toujours tirées du livre du Gray. On a comparé un bassin de rétention, des chaussées à structure réservoir, des systèmes de tranchées et des noues.
Donc là, je vous ai mis deux exemples. Ce qui se passait pour des abattements au niveau de la masse par mètre carré active pour les métaux et pour les HAP. Donc ici, pour les bassins de rétention. Et ce que vous voyez, donc là, il y a différents types de métaux qui ont été suivis, le zinc, le plomb, le cadmium, etc. Et on a regardé sur plusieurs bassins ce qui se passait et on a comparé la quantité en masse de, par exemple, cadmium qui arrivait dans le bassin de rétention et ce qu'on retrouvait à la sortie du bassin de rétention. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà une grande variabilité sur les abattements. Donc, la ligne bleue, c'est l'abattement, ça n'abat pas la pollution. Là, ça abat la moitié de la pollution. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a une grande variabilité pour chacun des types d'ouvrages en capacité de traitement en fonction des métaux qu'il y a. Et la deuxième grande chose qu'on voit, c'est que les bassins de rétention abattent à peine entre, on va dire, 0 et 50% la pollution. Par contre, quand on regarde une noue, on voit que la pollution par les métaux lourds est très fortement abattue. Idem pour les HAP. Et donc, on voit là aussi que entre un bassin de rétention qui va abattre un petit peu les HAP par rapport à une noue, il y a un abattement qui est beaucoup plus fort. Et les scientifiques ont travaillé là-dessus et ils ont montré ce qui était important, c'est la masse de sol en lien avec la végétation qui fait qu'il y a un bon abattage. Donc, c'est vraiment cette masse de sol plus plantation qui fait qu'on a cet abattement. Donc, la pollution, hein, bien sûr, se retrouve piégée dans le sol. Ça permet pas d'éliminer une pollution, mais c'est simplement de stocker une pollution et éviter qu'elle arrive dans l'eau. Donc, tout ça, c'était des choses qui sont super rassurantes sur ces techniques alternatives. Et donc, une fois qu'on a fait ça, je vous ai montré aussi tous les exemples que je vous ai montrés précédemment. C'était des exemples sur des endroits où on était en train de reconstruire la ville sur elle-même, où la ville se développait à l'extérieur. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on arrive bien à gérer ces eaux de pluie? Et oui, on arrive bien à gérer ces eaux de pluie. Mais on voulait aller plus loin et on voulait investir complètement l'espace urbain. Et ce qu'on s'est dit, c'est que la gestion des eaux de pluie dans la ville qui est nouvelle ou la ville qui est en reconstruction, ben, en gros, il ne faut pas se faire de soucis parce que c'est quelque chose qu'on sait faire. On a la réglementation sur la gestion des eaux pluviales, hein, où dans les documents précédents, j'ai dit il est interdit de rejeter des eaux pluviales au réseau d'assainissement. Donc, ça veut dire infiltrer vos eaux. Donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va construire un bâtiment, un parking ou une route, que ce soit la collectivité ou que ce soit les privés, les gens vont devoir gérer leurs eaux de pluie à la source. Donc ça, c'est pour les privés. Comment on contrôle que c'est bien fait? En général, quand la collectivité va autoriser la construction d'espaces ou la déconstruction d'une usine pour la reconstruction de la ville, la collectivité là va confier cet aménagement à un promoteur ou un aménageur. Et cet aménageur, il va falloir le choisir. Et pour choisir cet aménageur, la collectivité rédige ce qu'on appelle un programme dans lequel on va dire à l'aménageur, bah, sur cet espace-là, on veut une école, on veut qu'il y ait tant de logements, et puis il va falloir gérer les eaux à la parcelle. Et donc, le promoteur va être choisi sur des critères, et en particulier des critères de gestion des eaux de pluie. Et la direction de l'eau, donc c'est elle qui rédige ce programme, donc qui va imposer des choses à l'aménageur et au promoteur. Et ensuite, tout au fur et à mesure de l'équipement de cet espace, la direction de l'eau va venir contrôler ce qui se passe au niveau de l'avant-projet, au niveau des plans projets, et puis va regarder ce qui se passe aussi une fois que les projets vont être construits pour récupérer le patrimoine. Donc ça, ces deux espaces, ces deux parties-là sont faites pour le privé, mais la collectivité s'applique elle-même les règles qu'elle demande aux particuliers. Donc c'est-à-dire que quand la métropole de Lyon construit une place on va construire des voiries métropolitaines, elle va s'appliquer exactement les mêmes règles. Donc on voit que tout ce qui est ville nouvelle, ville en construction, on gère. Mais cet espace-là, où la ville se reconstruit, elle se reconstruit sur elle-même un peu tous les 30 ans.
et puis elle va s'étendre. Mais l'extension de la ville, aujourd'hui, elle est un peu finie. On essaye plutôt de densifier. Donc, ce qui reste, la plus grosse partie urbaine, c'est la ville, c'est les centres-villes, c'est les endroits où il y a déjà des usages, c'est des endroits où on n'a pas de gros projets d'aménagement. Donc, comment on fait sur ces espaces-là pour gérer les eaux de pluie alors qu'il n'y a pas de projet? Il va juste y avoir des petits travaux sur un trottoir, des petits travaux sur un réaménagement d'un carrefour, etc. C'est comment on fait pour venir travailler là-dessus. Ben, pour faire ça, c'est là où je vous disais que la partie du projet Life Artisan était très importante, puisqu'on a proposé des nouveaux aménagements, des nouvelles façons de retravailler au niveau des arbres. C'est ce qu'on a appelé les arbres de pluie. Donc, je vais y revenir aussi. On peut arriver à travailler aussi sur ces espaces-là très urbains, très centre-ville sur lesquels il n'y a rien, avec des petits aménagements de voirie. Je vous disais, chaque fois qu'on va refaire un carrefour, on va travailler sur ce carrefour, sur comment on va pouvoir infiltrer les eaux, au niveau des collèges aussi ou des bâtiments métropolitains dans les cours d'école. Donc, il y a de la désimperméabilisation qui va se faire petit bout par petit bout. Et puis, il y a une grosse question d'intégration, donc cette politique de gestion des eaux de pluie dans toutes les politiques publiques aujourd'hui, que ce soit la construction de bâtiments, que ce soit les constructions de voiries, etc. Donc, on est en train de faire perfuser cette gestion de l'eau dans toutes ces politiques publiques qui va permettre d'arriver à gérer ça. Donc, je vais faire un zoom peut-être qui va être… Ah oui, alors, et on s'appuie beaucoup aujourd'hui sur la notion de solution fondée sur la nature, hein, qui est apparue en 2009. Donc, c'est assez récent quand même, lors des colloques sur l'adaptation au changement climatique aux Nations Unies, et puis qui a vraiment été mise en place, le concept a été mis en place dans les programmes de l'Union internationale de la conservation de la nature dans les années 2012-2013. Et ces solutions fondées sur la nature, hein, c'est des actions qui visent à protéger ou gérer de manière durable ou restaurer des écosystèmes pour répondre à des enjeux de société. Donc, en gros, c'est je réponds à mon enjeu de société, des inondations en ville ou des îlots de chaleur urbains en recréant des écosystèmes. Donc, il faut bien ces deux parties pour qu'on puisse qualifier quelque chose de solution fondée sur la nature. Et cette notion-là qui entre très, très fort dans la politique de gestion des eaux de pluie. Je suis plus simplement en train de gérer des volumes d'eau pour des questions hydrauliques. Je suis en train de me poser la question, comment je peux faire avec un écosystème en ville pour que mon eau de pluie devienne une ressource. Donc, c'est vraiment un changement complet de philosophie sur la gestion des eaux de pluie. Alors, je parle de ça, hein, on a l'impression que c'est très simple, voilà, mais c'est des choses qui sont assez compliquées, pas à mettre en place, mais surtout à faire perfuser dans l'ensemble des services et emmener tous les services d'une collectivité et les acteurs extérieurs à ces notions. Là aussi, hein, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on travaille très fortement avec nos collègues de l'écologie urbaine, donc Frédéric Ségur sur la métropole de Lyon, pour arriver à montrer que ce triptyque arbre, eau et sol, c'est quelque chose vraiment de fondamental. On a besoin aujourd'hui en ville de cadre de vie, on a besoin de fraîcheur, on a besoin d'ombre, on a besoin de lien social, et il y a un rejet très fort de la ville très minérale. Donc, au travers de cet arbre, qui est beaucoup plus facile à identifier, où les gens sont beaucoup plus attachés à ces arbres, on peut, via le biais de l'arbre, avoir une entrée sur la gestion de l'eau. Donc, depuis longtemps, à Lyon, il y a une charte de l'arbre qui explique comment on doit protéger les arbres, comment on doit planter les arbres. Et il y a un plan canopé aussi qui s'est mis en place récemment. Et donc, avec ces deux documents-là, qui sont en lien avec le PLU, qui sont en lien aussi avec le règlement d'assainissement, on est en train de faire un lien très, très fort, hein, avec les arbres où l'importance des racines, la pluie, donc l'abattement de la pluie, l'eau qui est stockée dans le sol, l'évapotranspiration pour rafraîchir la ville. Donc, tout ça, c'est des choses très importantes. Et ce qui est intéressant aussi avec ce nouveau triptyque, c'est-à-dire, moi, quand je travaillais sur le sol dans l'eau, la direction de l'eau plutôt, quand elle travaillait sur la gestion de l'eau, le sol était vu simplement comme un réceptacle, hein, un endroit dans lequel il fallait mettre de l'eau et on cherchait à juste la partie hydraulique du sol.
Frédéric Ségur, quand il travaillait sur l'arbre, il voyait bien que le sol était quelque chose d'important, mais il gérait le sol simplement avec des caractéristiques agropédologiques. Donc, quelle quantité d'argile, quelle quantité de minéraux dans le sol, etc. Et puis, on a fait un lien entre l'arbre et l'eau en se disant, ben, l'arbre est intéressant quand vous gérez l'eau parce qu'il fait de l'évapotranspiration, et l'eau est intéressante pour l'arbre, pour son développement. Et nos visions de l'eau et de l'arbre et du sol ont été croisées et ont permis de faire une avancée de plus en se disant que dans le sol, il y avait aussi de la biodiversité, il y avait des vers de terre, il y avait des fouisseurs qui allaient creuser. Et ces fouisseurs-là, cette vie dans le sol, les mycorhizes, sont très importants pour l'arbre, mais très importants aussi pour faire du volume ou aérer le sol pour pouvoir stocker de l'eau. C'est pour ça que je parle de striptyque. Et là aussi, cette nouvelle conscience qui est en train d'arriver sur la notion de sol aussi comme support de biodiversité et support du vivant en vie. Vous voyez, hein, c'est des choses qui se mettent en place lentement. C'est des petits pas qui se font, mais qui sont super intéressants pour avancer. Alors, je voulais revenir sur les arbres. C'est intéressant. On a fait une typologie des arbres sur la métropole de Lyon. Vous voyez des arbres dans toute leur beauté des années 80, 90, qui sont plantés dans des petites fosses qui doivent faire au summum, au début, qui étaient sur du 8 mètres cubes, qui, dans les années 80, fin des années 80, avec le règne de l'automobile et de l'urbanisation, sont arrivés simplement à 1 mètre cube. Des arbres qui sont plantés, qui sont plus ou moins qui végètent, et sur lesquels il y a des belles bordures autour pour faire des buts-trous, pour éviter que les voitures viennent taper dans les arbres et les abîmer. Au niveau de la biodiversité de ces arbres, quand on regarde, à part quelques herbes, des graminées, de la véronique, on va trouver des petites fleurs bleues. On n'a pas grand-chose autour de ces pieds d'arbres. Ici, là, sur ce type-là, le sol est complètement tassé, complètement mort. Seule chose qu'on trouve, c'est des bactéries issues des déjections canines. Enfin, vous voyez, des arbres qui sont vraiment en souffrance. Et on peut se poser la question de ces arbres, quand il fait très chaud en été, quand on est sur du changement climatique, est-ce qu'ils ont assez d'eau pour se développer et est-ce qu'ils vont remplir leur rôle ici, hein, où ils vont absorber l'eau, il va y avoir de la stabilisation des sols et est-ce qu'il va y avoir de l'évapotranspiration. Quand on voit ce système-là, est-ce que ça remplit ce rôle-là? Ben, vous voyez que ça remplit tout à fait ce rôle. Ah non, pas tout à fait. Ça remplit pas du tout ce rôle-là. Vous voyez ici sur cette photo-là, les arbres qui sont en surélévation, tout le trottoir est inondé, la voirie est inondée et il n'y a pas une seule quantité d'eau qui va rentrer au niveau du pied d'arbre. Voilà d'autres photos, où j'en ai plein comme ça. On voit que la ville et la façon de voir la ville est complètement imperméabilisée pour éviter qu'il y ait de la boue en ville, pour éviter qu'il y ait de la poussière en ville, etc., qu'on puisse marcher à pied sec. Vous voyez que les traversées piétonnes sont au milieu des grandes flaques d'eau, etc., et que vous marchez sur le trottoir, les voitures passent, logique, et vous êtes complètement mouillé. Donc, ça a conduit dans notre réflexion. Et dans la réflexion, donc, c'était de créer des arbres de pluie. Alors, ces arbres de pluie, hein, c'est des choses, là aussi, qui ne sont pas nouvelles, hein, qui ont été développées beaucoup aux États-Unis, des choses qui ont été créées en Belgique, je pense qu'il doit y en avoir au Canada aussi, hein, c'était tous ces arbres dans les sols structurels. Alors le souci, c'est quand on travaille sur l'écologie, quand on on parle de solutions fondées sur la nature et qu'on met dans le sol plein de structures en plastique ou des structures en béton pour faire des sols structurels, etc. C'est un peu contradictoire. Donc on a repris le concept d'arbre de pluie en le simplifiant au maximum et en mettant juste devant cet arbre de pluie une tranchée d'infiltration. Donc l'idée là, avec ces arbres de pluie, c'était de répondre à plusieurs enjeux, réduire le ruissellement, recharger la nappe phréatique, développer les îlots de fraîcheur, travailler sur la biodiversité et améliorer le cadre de vie. Donc on est vraiment sur des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et c'était, je vais vous montrer, d'enlever du béton et les bordures autour des arbres, de faire des secteurs et de refaire des fosses d'arbres plus importantes et de travailler sur des tranchées d'infiltration pour récupérer l'eau de pluie qui va circuler au fil d'eau là, venir la stocker là et faire qu'elle se stocke aussi dans cette partie qui est en dépression pour alimenter les arbres. Et puis replanter, essayer de replanter des strates basses et des strates arbustives au pied des arbres
pour faire des spots de biodiversité. On n'est pas sur des gros écosystèmes, mais on commence à se rapprocher d'une notion d'écosystème. Voilà. Donc, quelques exemples. Hein. Excuse-moi, juste mentionner, il nous reste peut-être 5 minutes avant la période de questions. 5 minutes? Ouais. OK, pas de souci. Donc voilà un projet qui a été fait ici sur la rue Vauban. Donc cinq fosses qui ont été aménagées. Et ce qu'on a fait aussi pour développer ça, c'est qu'on a instrumenté complètement ces arbres avec de la microdendrométrie, donc qui mesure la dilatation des branches d'arbres pour savoir si l'eau est bénéfique pour eux, des systèmes de tensiométrie pour mesurer l'humidification du sol à plusieurs profondeurs et quelque chose pour mesurer le débordement des tranchées d'infiltration. Et les résultats sont super intéressants sur les arbres de pluie. Donc, on a mesuré ce qui se passait au niveau des fosses d'arbres, la première et la dernière. Et donc, ça, c'est tous les enregistrements qui se sont passés depuis l'hiver dernier jusqu'à cet été. On a les quantités d'eau qui sont tombées sur cette période-là, les volumes d'eau cumulés, et la courbe en bas montre les débordements de la première et de la dernière fosse au niveau des arbres. Donc, ce qu'on voit pour toutes ces pluies-là, donc y compris des orages en été, on a eu des débordements de la première fosse en amont du bassin versant. Par contre, aucun débordement sur la dernière fosse. Donc, ça veut dire que nos 5 arbres sont arrivés à gérer l'ensemble de ces pluies-là. L'autre chose aussi qui est super intéressante, c'est juste au niveau de la dendrométrie. On a comparé des arbres, l'évolution donc du diamètre des branches d'arbres qui avaient été traités donc sur 2 espaces, une sur la rue Vauban et une sur la rue Récamier. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer, c'est la pente de ces courbes ici. Et donc là, on est en partie d'été. Vous voyez que l'arbre qui n'est pas dans un système d'arbres de pluie, donc il a une croissance, mais qui est beaucoup moins rapide que ce qui se passe pour son collègue, même espèce, qui a été planté au même moment sur un arbre de pluie. Et on retrouve la même chose au niveau de Vauban. Donc, un accroissement très important de la croissance des arbres dans cette partie arbre de pluie. Voilà. Et puis, quelques mots sur la biodiversité, un suivi de la biodiversité de ces arbres. Et on se rend compte qu'ils attirent beaucoup plus d'insectes quand on a fait des plantations. On a une diversité de flore qui arrive. Donc, c'est la première année qu'on fait ça, mais il y a toute la suite à mettre en place. Donc, il va falloir voir sur les années à venir si vraiment on a réussi notre pari au niveau de la biodiversité. Voilà, je vais m'arrêter ici peut-être. Donc, pour prendre les questions, parce qu'on doit être au bout normalement. Oui, exactement. J'avais une question. La question que j'ai tout à l'heure, c'était au niveau de la diapo 11, la question de Paul Maquin, à savoir s'il était prévu de récupérer les métaux qui s'accumulent en surface. Je crois qu'on parlait de l'abattement des métaux présents dans... Sur ma diapo 11, oui. Pour l'instant, on fait pas de récupération de ces sols et des sédiments. Alors, dans les gros bassins d'infiltration, oui, les bassins sont curés, les sédiments sont récupérés. Par contre, ils sont mis en décharge contrôlée parce que justement, ils sont pollués avec ces sédiments. Il n'y a pas de récupération des métaux, mais les concentrations en polluants sont quand même sur des concentrations très inférieures à des sols qui sont pollués parce que vous avez par exemple une station-service ou ce type d'industrie très polluante. Donc on est sur des sols qui sont pollués, mais beaucoup moins pollués que des sols industriels sur des bassins de rétention. Et sur les ouvrages de gestion des eaux de pluie, par exemple comme les NOU, pour l'instant, il y a des premières expériences qui sont revenues où on a ouvert des tranchées d'infiltration qui avaient 20 ans d'âge, qui étaient au bord d'une route, et les niveaux de pollution étaient quand même très faibles. On voyait qu'il y avait une circulation routière, hein,
mais on a des cours d'eau qui ont des concentrations de pollution plus importantes dans de l'eau qui circule tous les jours que dans le sol là. Donc là, pour l'instant, on n'a pas prévu de faire des traitements. Ok, parfait. Sinon, j'ai Catherine Aubard qui se demande comment expliquez-vous le gain en biodiversité parce que les arbres se portent mieux, ils feraient plus de fleurs ou plus de nectar, pollen, Alors, c'est une autre alors, hypothèse. la biodiversité qui a augmenté, c'est parce que alors déjà, il y a eu des plantations d'espèces mellifères au pied de l'arbre, donc qu'on a apporté nous volontairement. Et comme les espaces au niveau de ces pieds d'arbre sont plus grands, il y a plus d'espèces qui viennent et qui sont apportées par le vent, etc. Et on a travaillé aussi donc sur la ville de Lyon une politique de micro-implantation florale. C'est-à-dire qu'il y a des gens au pied de leur immeuble qui cassent un petit peu du béton et qui vont planter des fleurs qui peuvent être plus ou moins sauvages. Et donc, à partir de ces zones de micro-implantation florale, on a plus de chances de retrouver des graines sur des grands espaces au niveau des pieds d'arbres que si on a sur des espaces qui sont tout petits, désimperméabilisés, enfin sans goudron, et sur lesquels on a tous les gens qui marchent, les personnes qui marchent, les chiens qui viennent marcher et qui tassent beaucoup le sol. Parfait. Je crois que ça répond quand même assez bien. Sinon, j'avais Marie Paquin qui se demanderait comment la ville a outillé les promoteurs et constructeurs immobiliers pour l'aménagement des infrastructures végétalisées avec zéro ajout au système d'égout. Comment on fait pour les forcer à faire ça? Comment la ville a outillé les promoteurs et les constructeurs pour créer des infrastructures végétalisées qui n'ont pas eu d'impact sur l'ajout de volume au niveau du système d'égout. Alors, les outillés, je comprends pas bien la question, c'est on les force, on les force à faire ça par la réglementation, ils sont obligés de le faire. Après, comment on les aide? Donc, il y a eu des guides qui ont été faits par la métropole pour expliquer les intérêts des noues, les intérêts des tranchées, etc. On leur a mis aussi à disposition un logiciel gratuit qui s'appelle Parapluie, qui permet de faire du dimensionnement de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales. Mais derrière, on les force, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent mettre des matériaux drainants, ils mettent des matériaux drainants. S'ils veulent mettre des tranchées, ils font des tranchées. S'ils font des toitures végétalisées, ils font des toitures végétalisées. Nous, il y a la règle, c'est zéro rejet. Après, ils font comme ils veulent, ils se débrouillent, ils utilisent la solution qu'ils veulent. Et on peut simplement, on leur a fourni des guides pour les aider à faire ça. Et puis, quand c'est vraiment des gros projets, par exemple, dans le centre de Lyon, le quartier de la Pardieu, c'est un quartier d'affaires. Souvent, les promoteurs sont venus nous voir et on discutait avec nous, avec la direction de l'eau, sur ce qu'il fallait faire, quelles étaient les règles et quelles solutions ils pouvaient mettre en place. Donc, il y a eu un conseil qui a été fait sur des quartiers très forts à enjeu. Si c'est ça la question qui était posée. Je t'ai donné le droit de parler, Mali. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, c'était exactement ce que je voulais savoir. Quand je disais outiller, c'était comment vous aviez accompagné les promoteurs et les constructeurs. Donc, vous avez répondu à ma question. C'est par le biais de guides et d'un logiciel gratuit dont vous avez parlé. Parapluie, c'est ça le nom du logiciel? Oui, c'est ça. Oui, c'est un logiciel en ligne, oui, qui est gratuit. Et l'autre avantage, c'est comme on fait une réglementation qui est très forte, c'est la contrainte, pour pas ne faire que de la contrainte. Donc, c'est la métropole qui a développé avec l'Institut national des sciences appliquées, donc l'INSA, qui a développé ce logiciel. Et l'avantage, c'est que pour la métropole de Lyon, il y a d'autres collectivités qui ont fait ça. On l'a mis à disposition d'autres collectivités. Chaque collectivité va inclure ses règles de construction directement dans le logiciel. Donc, le constructeur, quand il va dire je construis sur la rue, je sais pas, la rue du 8 mai, automatiquement, toutes les contraintes et les règles qui vont s'appliquer sur sa parcelle vont être intégrées dans le logiciel. Donc, il n'a pas de question à se poser. Est-ce que je prends une petite période de retour 5 ans, 10 ans,
etc., c'est automatiquement mis en place dans le logiciel. D'accord. Est-ce que vous faites un suivi par la suite des ouvrages qui ont été réalisés? Alors, pour le suivi, c'est-à-dire qu'une fois que les ouvrages sont réalisés, ils sont transférés souvent. Il y a deux types d'ouvrages. C'est les ouvrages qui sont au bord de voirie sur des espaces publics qui sont transférés à la collectivité. Donc, on devient propriétaire de ces ouvrages. C'est pour ça qu'on fait un suivi au niveau de l'avant-projet, du projet et de la réalisation de l'ouvrage. Et après, on va faire un suivi, nous, si l'ouvrage fonctionne bien, etc. Si c'est sur une parcelle privée et qui va rester privée, un ouvrage pour un bâtiment, là, on ne fait pas de suivi. Il y a juste un contrôle avant, au moment où le permis de construire a été déposé. Donc, j'ai 4 collègues de la direction de l'eau qui vérifient qu'il y a bien un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Mais pour l'instant, il n'y a pas de contrôle une fois que l'ouvrage a été construit, savoir s'il a été fait dans les normes et dans les règles. Mais c'est quelque chose qui doit se mettre en place. On a vu que c'était une lacune dans le suivi de ces ouvrages et de la gestion des eaux de pluie. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait une personne qui soit embauchée en 2023 ou en 2024 pour commencer à faire du contrôle sur le terrain. Merci beaucoup. Parfait. Donc, j'ai deux questions que je vais vous poser en même temps qui sont quand même assez simples. C'est est-ce que il y a beaucoup de sel de voirie qui est utilisé durant l'hiver dans la région de Lyon? Puis la seconde, c'est à savoir si les cours d'école sont déminéralisés dans le Grand Lyon. Alors, le sel, oui, c'est quelque. Alors, ouais, là aussi, j'ai pas pris des précautions d'usage. Précautions d'usage, ce qu'on fait, toute cette gestion des eaux de pluie, c'est vraiment une gestion qui doit être appliquée au contexte très local. Ce qu'on met en place, nous, ça peut pas forcément être mis en place au Québec parce que justement, on n'utilise pratiquement pas de sel de voirie. Pas de sel de voirie, pas d'abrasif non plus parce qu'il pleut, enfin, il neige très peu et de moins en moins. Donc, l'infiltration au niveau des pieds d'arbres, c'est des choses qui peuvent être faites facilement, qui posent sûrement plus de questions au Québec. Voilà, réponse à la première question. Et à la deuxième question, est-ce que les cours d'école sont désimperméabilisés? Oui, il y a un gros projet, un gros programme national justement avec des aides de l'Agence de l'eau en France qui finance la désimperméabilisation des cours d'école et des collèges. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites à Paris. C'est le programme Oasis, si ça vous intéresse. Et d'autres collectivités commencent à le mettre en place aussi, donc à Lyon, Villeurbanne. Voilà. Parfait. Merci. C'est déjà la fin. J'ai une dernière question, mais si vous voulez rester plus tard, moi, je veux juste faire la conclusion du webinaire, puis on pourrait répondre à la dernière question si vous êtes disponible. OK, pas de souci, je suis disponible. Parfait. Donc, j'aimerais vous remercier encore. C'est un sujet vraiment intéressant. C'était vraiment une belle conférence.